moi, je travaille à Santé publique France dans une direction qui s'appelle Santé Environnement Travail. Je suis épidémiologiste, plutôt en santé environnement et je suis, chargée du projet changement climatique et santé à l'agence, dont je vais vous dire 2 mots. Et un des travaux, qu'on mène au sein de ce projet, c'est de quantifier, l'impact, de la chaleur et des vagues de chaleur sur la santé. Qui est un sujet un petit peu d'actualité puisque même au mois de novembre, il fait très chaud maintenant partout sur terre. Donc c'est, plutôt ce travail-là que je vais vous présenter, mais évidemment, si vous avez des questions plus larges sur les autres travaux qu'on fait, j'espère qu'on aura assez de temps pour discuter. Alors, à Santé publique France, donc ça fait assez longtemps qu'on travaille sur le changement climatique et santé. Avec des travaux qui, relèvent plutôt des études, de la surveillance, voire de la recherche. Également des travaux qui relèvent de l'alerte et de la réponse aux événements extrêmes, donc évidemment les vagues de chaleur, mais par exemple, on a aussi une mission hem, de réponse aux catastrophes et par exemple, lorsque les ouragans Irma et Maria ont dévasté, Saint-Martin, on a eu pas mal d'envois de personnel, de matériel sur place. En ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent avec Mayotte. Heu et puis on a également une dimension, prévention, promotion de la santé, où là, on travaille à la fois sur, heu, de l'adaptation, donc par exemple à la chaleur, c'est quand même un des gros sujets, la chaleur et mais également, par exemple la promotion d'environnements favorables à la santé, notamment en milieu urbain. Donc on a, finalement pas mal d'axes de travail. Donc un premier qui est heu, d'identifier les risques pour la France, et on parle pas des risques pour le futur, hein, là on travaille vraiment sur, les risques, immédiats. Heu, Ce qui permet du coup de réfléchir à des possibilités d'adaptation et puis, on travaille aussi, alors un peu moins, mais c'est un champ qui est assez important, à garder en tête, qui sont tout ce qui va être les co-bénéfices sanitaires des politiques d'atténuation. Donc ce que je vous disais, donc la réponse aux événements climatiques extrêmes, donc la réponse la gestion des alertes sanitaires, heu, la formation, heu, le plaidoyer avec, pas mal de nouveautés en cours là sur le plaidoyer sur, climat et santé à l'agence et puis, on collabore avec, pas mal de chercheurs, notamment des climatologues, mais pas que, au niveau, national et international. Heu, donc pourquoi on fait tout ça? Bah, parce que ça fait longtemps, hein, qu'on sait que le climat, c'est un danger pour la santé, hein. Ça c'est, les premiers rapports officiels, ils datent des années 80. Ensuite, on a eu, une conceptualisation qui a été proposée notamment par un épidémiologiste australien qui est, Anthony McMichael, qui a eu beaucoup d'influence, sur le sujet et dès le premier rapport du GIEC en 90, il y avait, mention des impacts sur la santé. Bon, c'est passé, totalement la communauté de santé, ne s'est pas, préoccupée plus que ça du sujet. Malheureusement, il faut qu'on attende, que ça soit, que la catastrophe saute aux yeux pour que, la communauté de santé s'en préoccupe, mais bon, on progresse, quand même et en fait, ce qu'on voit dans le 6e rapport du GIEC, donc qui est, paru entre 2021 et 2023, selon les différents volets et je vous incite vraiment à lire le résumé pour décideurs de ce rapport, c'est que finalement, tous les rapports précédents sont confirmés, heu et que, les évolutions sont plus rapides, et plus sévères que ce qui était prévu et notamment, on observe déjà un grand nombre d'événements climatiques extrêmes qui dépassent, heu, les capacités de résilience et d'adaptation des systèmes humains et également des écosystèmes. On a déjà des impacts irréversibles sur certains écosystèmes et ce qui est assez choquant, hein, quand on travaille sur le sujet, c'est que certains de ces événements, des événements extrêmes qui ont été observés et notamment des choses type, dôme de chaleur au Canada, par exemple, dépassent ce qui nous était annoncé pour 2100. Donc on est en 2023
et on est confronté à des choses où les climatologues nous avaient dit: «Ça, il faut s'y préparer, mais ça sera en 2100». Ben non, c'est pas en 2100, c'est maintenant. Donc bien sûr, les impacts sont déjà considérables, mais surtout ça veut dire qu'il faut absolument accélérer l'adaptation et l'atténuation, puisque, toute l'inaction, en fait, c'est vraiment une perte de chance pour les générations futures. C'est évident, mais aussi pour les générations présentes. Ce que dit aussi le rapport du GIEC, hein, de manière très claire, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire et que, c'est loin d'être joué d'avance et c'est loin d'être foutu. Et ça, c'est vraiment important aussi à prendre, enfin à garder en tête. Le tableau est sombre, mais il est pas, l'avenir est pas fermé et pas bloqué. Tout dépend de la volonté, d'agir ou pas. Je vais pas, trop, rentrer là-dedans. Heu, Comme je vous le disais, hein, c'est Anthony McMichael qui a beaucoup proposé cette, organisation pour mieux comprendre les impacts et c'est assez pratique. C'est de mettre, d'un côté tout ce qui va être impact direct, donc là, on est principalement sur les événements climatiques extrêmes. Un autre bloc qui est, ce qu'on appelle les impacts indirects, donc là, c'est plutôt tout ce qui est médié par les écosystèmes, la modification des écosystèmes. Heu et on met là-dedans, également, ben, l'accès, à l'alimentation, à l'eau, éventuellement la santé mentale et puis un dernier bloc qui est plus, les déterminants sociaux, donc le contexte socio-économique, les migrations, heu et en fait, ce qui est vraiment, préoccupant et nouveau maintenant parce qu'on l'observe, on le vit en fait, c'est que vraiment toutes ces blocs qu'on crée comme ça pour, faciliter la réflexion. En fait, ils sont hyper connectés, donc on a de plus en plus, ce qu'on appelle des effets en cascade ou des crises systémiques avec, un événement climatique extrême, qui peut avoir des effets directs, mais également des effets indirects, y compris à grande distance de l'événement et et des effets importants sur, par exemple, des déplacements de population ou, de un accroissement de la pauvreté. Heu et donc parmi, tous ces enjeux, un des enjeux qui est identifié par le GIEC comme très important pour l'Europe et donc pour la France, c'est la chaleur. Donc très important parce qu'en fait, on fait partie des territoires qui se réchauffent le plus vite, sur l'ensemble de la Terre et parce qu'on sait maintenant que la chaleur a des impacts, très importants sur les écosystèmes, sur les humains, beaucoup plus importants que ce qu'on va intuiter, spontanément et on observe également des températures et des événements qui sont, hem, pour lesquels on n'a pas de référence historique et donc on ne sait pas en fait, à quel point ils peuvent, heu, impacter. Mais par exemple, si on sur les écosystèmes, on a des mortalités massives, d'espèces à cause de la chaleur avec plusieurs, dizaines de milliers d'individus qui peuvent mourir en 3 jours, à cause d'une vague de chaleur. Heu Donc en France, donc les mortalités massives dont je vous parlais, c'est sur des espèces animales ou végétales, mais ça marche aussi pour les humains. Donc en France, les canicules, c'est les canicules donc on reviendra là-dessus, mais entre canicule et chaleur, c'est pas la même chose. Une canicule, c'est vraiment un épisode de chaleur qui est extrêmement intense et qui dure très peu de temps, mais il peut faire chaud, bien sûr, en dehors des canicules. Donc les canicules, c'est les événements extrêmes les plus meurtriers en France, donc ça attire pas beaucoup l'attention, mais c'est beaucoup plus meurtrier qu'une inondation, qu'une tempête. Depuis les années 70, on est à environ 39 000 décès en excès observés pendant ces événements. Le pire, bien sûr, c'est 2003. Mais finalement, ce qui est assez, intéressant, c'est de voir que suite à 2003, on a eu beaucoup d'efforts de prévention qui ont été mis en place et malgré ça, ben, finalement, les étés où il y a le plus d'impact, parmi les étés où il y a le plus d'impact, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022. Je ne vous donne pas encore les chiffres pour 2023, mais on va quand même être assez haut placé, heu et heu et donc on voit bien que, il y a vraiment une tendance, de la de 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 l'augmentation de cet impact, dans les années récentes.
On a fait pas mal d'études là-dessus et on voit effectivement que malgré les efforts de prévention, les impacts augmentent. Et puis on a fait un travail aussi en collaboration avec un de vos collègues à Marseille, Olivier Chanel, où on a quantifié ce que ça représentait, donc non seulement en termes de décès, en termes de recours aux soins, mais qu'est-ce qui se passe si on traduit ça en argent? Et donc on a estimé qu'entre 2015 et 2019, en fait, l'impact uniquement des canicules sur le recours aux soins et sur la santé, c'était 21 milliards € de coûts directs et indirects. Donc quand on entend dire qu'on n'a pas d'argent pour financer l'action climatique, en tout cas, on la paye déjà très cher. Donc voilà, il faut intégrer aussi ces coûts-là dans la réflexion. Donc il faut s'adapter et pour, s'adapter, en fait, alors, il y a aussi beaucoup de travaux sur l'adaptation. Donc le but de l'adaptation, c'est de réduire les effets négatifs et tirer parti des effets positifs s'il y en a. C'est considéré comme très compliqué l'adaptation, heu, principalement parce qu'en fait, on a beaucoup tendance à penser qu'on va trouver une solution technologique et comportementale et que ça va aller, on va climatiser, on va boire de l'eau, tout va aller bien. En fait, l'adaptation, ça c'est vraiment un processus de transformation, qui est itératif, qui nécessite de prendre en compte beaucoup de dimensions, y compris la dimension de l'équité sociale. Heu et le risque de maladaptation est vraiment très important. On peut vraiment très vite faire n'importe quoi. Donc c'est un champ, qui aujourd'hui n'est pas assez investi, que ce soit par les chercheurs ou par les politiques publiques. Heu et donc nous, on essaye un peu de réfléchir à comment on peut contribuer à l'adaptation, puisque bien sûr, on ne peut pas tout faire tout seul. Et un des points, le point de départ de ce processus itératif d'adaptation, c'est l'analyse de la vulnérabilité actuelle. Donc c'est là-dedans qu'on va retrouver l'évaluation des impacts et donc le travail qu'on fait, de calcul de la mortalité attribuable à la chaleur. Et alors pourquoi on se concentre sur la mortalité pour l'instant? La chaleur, en fait, a des effets, très variés sur l'organisme, avec maintenant une, documentation d'impact très large, qui peuvent aller de symptômes que certainement, vous avez tous ressentis, un peu de fatigue, de crampes, donc des choses qui vont pas forcément être très graves, mais jusqu'à des décompensations de pathologies, à heu, des troubles psychiatriques. Quelque chose qui est sous-estimé, très important, l'impact sur la santé périnatale et puis, dans les pires, cas, le décès. Heu et donc aujourd'hui, on se concentre sur le décès parce que c'est, un indicateur qu'on peut facilement, et rapidement récupérer dans la population avec une bonne qualité et qui est un peu, c'est le pire. Ça intègre un peu tout le reste et en tout cas en termes d'adaptation, c'est in fine ce qu'on veut, à tout prix éviter, c'est la mortalité. Évidemment, on veut éviter tout le reste aussi, mais heu, le en l'absence, de meilleures données, de ressources, on se concentre sur le pire. Alors comment on fait pour mesurer l'impact de la chaleur sur la mortalité? En fait, on a plein d'options possibles et effectivement, aujourd'hui dans le monde, toutes ces options existent. Alors la première option, c'est de se dire: «On va compter que les personnes qui meurent à cause de causes dont on est sûr qu'elles sont dues à la chaleur», donc l'hyperthermie, heu, ou de gens dont le médecin aura noté dans le certificat de décès, chaleur. Donc ça, c'est fait par exemple aux États-Unis, c'est fait en Inde. C'est une sous-estimation, énorme de l'impact. Sur un pays comme l'Inde, avec des vagues de chaleur qui durent, 1 mois à 48 degrés, ils arrivent à avoir 15 décès. Parce qu'en fait, la chaleur, certes, ça crée des hyperthermies, mais ça crée aussi plein d'autres décès. Heu, donc c'est vraiment une approche, qui est pas du tout, adaptée. Heu L'autre, approche possible, c'est de se dire: finalement, on va se concentrer que sur les vagues de chaleur, heu et on va regarder quel est l'excès de mortalité observé et le comparer à un excès de mortalité attendu et on va faire l'hypothèse que, finalement, tout l'excès observé pendant la vague de chaleur est attribuable à la chaleur.
Donc c'est ce qu'on fait à Santé publique France pendant l'été parce que c'est quelque chose qui est assez rapide à faire et puis parce que c'est aussi un élément important d'aide à la décision pendant les alertes pour, dimensionner la réponse. Par contre, ça souffre de 2 problèmes. Le problème, c'est qu'on regarde que ce qui se passe pendant les vagues de chaleur, mais il fait chaud aussi en dehors des vagues de chaleur et puis, le 2e problème, c'est que, bah, en fait, il y a plein d'autres, déterminants qui peuvent, varier en même temps que la chaleur et contribuer à la mortalité observée et donc on peut, tout à fait, surestimer ou au contraire sous-estimer l'impact, selon, les évolutions des autres déterminants qu'on maîtrise pas forcément par ailleurs. Donc du coup, l'approche la plus aujourd'hui, la plus robuste, finalement, c'est de calculer une fraction attribuable à la chaleur à partir de modèles épidémiologiques qui établissent une relation entre chaleur et mortalité. Donc ça veut dire qu'on a ces modèles, qu'on a des modèles et qu'on a confiance dans la validité de ces modèles d'une part et puis d'autre part, à partir du moment où on calcule une fraction attribuable à un nombre de cas attribuables, ça veut dire qu'on accepte la causalité entre l'exposition à la chaleur et la mortalité. Donc ça, c'est ce qu'on utilise maintenant à Santé publique France pour avoir une estimation de l'impact total de la chaleur. Donc ça nous permet de quantifier l'impact sur tout l'été et pas uniquement sur les vagues de chaleur. Et alors la question de la causalité, en fait, aujourd'hui, que ce soit sur les études épidémiaux, sur les connaissances physiologiques, sur des études expérimentales qui peuvent être faites, par exemple, sur des athlètes ou sur des militaires, enfin, il n'y a pas de doute que, être exposé à la chaleur, c'est un risque de mortalité. Donc la causalité, elle est pas, elle est pas problématique, en fait. Heu Donc ce qu'on a fait en termes de méthode, on a construit un modèle température-mortalité par département. Donc pour l'instant, on l'a pas fait sur les territoires d'outre-mer, on l'a fait uniquement pour les déterminants, pour les départements, de la France, continentale et de la Corse. Donc on les a construits pour l'instant sur 2014-2022. Heu, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une mise à jour régulière. On n'a pas encore décidé à quelle fréquence on ferait cette mise à jour et on a choisi une échelle départementale, heu, parce que, pour ce travail-là, on veut être en cohérence avec l'échelle du système d'alerte canicule et santé. Bien sûr, on peut très bien aussi faire des travaux, des modèles similaires à l'échelle de la ville, à l'échelle de la commune. C'est des choses qu'on fait par ailleurs pour d'autres objectifs, mais là, dans ce que je vais vous présenter, on a choisi, pour des fins opérationnelles, le département. Et puis, comme on est sur la période 2014-2022, on a pas mal réfléchi à comment, est-ce que le Covid, risquait d'invalider nos modèles ou de venir, perturber nos modèles. Et donc une fois que ces modèles sont construits, ensuite on les utilise chaque année à la fin de l'été, après l'été pour, calculer la mortalité attribuable à la chaleur pendant les jours chauds de l'été et pendant les vagues de chaleur pour chaque département en appliquant, en gros, on a la relation mathématique du modèle et on lui applique les données de mortalité observées, les données de température observées et lui, il nous dit: «Bah, voilà, parmi cette mortalité que vous avez observée, sur la base des températures observées, voilà la fraction attribuable et le nombre attribuable que j'estime». Donc on a utilisé, la température moyenne, fournie par Météo France. Heu, donc là aussi, on a pas mal de travaux, hein, qui nous permettent d'avoir confiance dans le fait que la température moyenne, c'est un bon indicateur pour, l'usage qu'on fait ici. On a travaillé sur la mortalité, journalière, toutes causes, tous âges et 75 ans et plus. C'est des données de l'INSEE, parce que pour avoir des données de mortalité par cause, du CEPIDC, en fait, on a un délai de 4 ans et nous, ce qu'on veut, c'est l'impact 2022, l'impact 2023. On veut pas l'impact d'il y a 4 ans, donc on est sur mortalité totale. Et puis, pour, Covid-19, donc on savait pas trop, donc on a testé plein de choses. On a testé un indicateur, assez basique, il y a pandémie, il y a pas pandémie. Donc en gros, ça nous coupe la période en 2, hein. C'est soit on est avant 2019 inclus parce que la pandémie a commencé après l'été ou soit on est en 2020-2022.
On a utilisé le compte journalier de décès à l'hôpital pour Covid-19, on a utilisé le nombre d'hospitalisations, on a utilisé le taux d'incidence, on a testé les choses vraiment, dans tous les sens, beaucoup. Je vais pas rentrer dans tout, c'est tout détaillé dans le rapport. Heu et donc ce qu'on a fait, comme type de modèle, donc c'est une analyse en série temporelle multicentrique avec des retards distribués, qui prennent l'effet sur 10 jours, et on contrôle sur le jour de la semaine, la saisonnalité, la tendance à long terme, les indicateurs Covid-19. On utilise principalement le critère d'Akaike pour choisir entre les différents modèles quand c'est possible et en fait, donc toutes ces méthodes, de qui permettent d'analyser l'impact de la température sur la mortalité, c'est beaucoup développé par l'équipe de Antonio Gasparini à la London School of Public Health and Tropical Medicine et tous ces codes, sont, je pense que je l'ai mis dans la slide d'après, voilà. En fait, si vous allez dans ces articles méthodaux, en fait, vous avez accès à tous les codes R et à tous les packages qui permettent de reproduire, ce type de modèle et aujourd'hui, c'est vraiment les modèles, la majorité des travaux sont réalisés, sur ces modèles. Enfin, en utilisant ces méthodes-là. Heu et donc, pour, calculer la fraction attribuable, on a calculé, on a fait 2 calculs. Donc soit on a rapporté le nombre de décès attribuables à la chaleur au nombre de décès observés sur tout l'été et donc ça nous donne une première information et après on a regardé aussi, si on calcule le nombre de décès attribuables à la chaleur, rapporté au nombre de décès observés uniquement quand il fait chaud. Et je crois que j'ai oublié de vous dire que donc on a alors qu'est-ce que c'est la chaleur? C'est totalement arbitraire. Heu, Nous le choix qu'on a fait, c'est de dire: «Bah, en fait, un jour est chaud quand la température observée ce jour-là est supérieure à la médiane des températures observées pendant les étés 2014 à 2022». Heu, pour passer un peu sur les résultats, heu, donc vous voyez que la température évidemment en France, elle est, dans le nord de la France, il fait en moyenne plus froid que dans le sud de la France. Alors ça, c'est vrai en moyenne sur tout l'été, mais il est tout à fait possible dans le nord de la France d'avoir des températures plus élevées un jour donné que, ce qui peut s'observer, même en Corse. Je vous ai mis la distribution des températures par année, donc sur l'ensemble des départements, toutes les températures journalières de tous les départements, donc depuis 2014 et donc vous voyez que 2022 se détache vraiment, hein, je sais pas si vous voyez ma souris quand je fais ça, mais vous voyez qu'à la fois en termes de valeur centrale et puis d'extrême, 2022 est vraiment, se détache vraiment des autres années. Parce qu'en fait, en 2022, il a fait chaud, en permanence. Donc on n'a pas forcément eu de gros pics, par rapport à 2019 où on a eu vraiment des canicules qui se dessinaient vraiment, qui se détachaient vraiment, du reste de l'été. En 2022, on est systématiquement très, très chaud. Enfin, on est tous les jours très, très chaud quasiment partout. Et puis, bah, juste en termes d'effectifs de mortalité, vous voyez qu'on est entre 150 000 et 175 000 selon les années, heu, que c'est en augmentation et que bien sûr, une partie de cette augmentation, c'est aussi, dû à la pandémie de Covid. Donc sur ce graphique, vous avez donc le type de relation que nous sort le modèle. Donc l'axe des X, on exprime ça en percentiles de température. Donc on transforme, les données de température journalière qui sont en degrés, on les transforme en percentiles de la distribution 2014-2022, puisque c'est plus facile à manipuler, pour nous. Et donc vous avez le risque relatif de décès pour chaque percentile de température, la référence étant le la médiane, donc le percentile 50. Heu, Là, les graphiques qui sont représentés, donc c'est le résultat de la méta-analyse de tous les modèles départementaux et ce qu'on a retenu, le modèle qu'on a préféré retenir, c'est un modèle stratifié, donc 2 modèles en fait. Un modèle qui est sur la période 2014-2019, donc c'est la courbe noire et un modèle qui tourne sur la période 2020-2022, donc c'est la courbe rouge avec les intervalles de confiance
et ce que vous pouvez voir, c'est que, les 2 modèles sont très semblables. Heu, les intervalles de confiance se recoupent et on voit que, on a une légère, le modèle 2020-2022 tend à être au-dessus, du modèle 2014-2019. Heu et donc à titre d'illustration, je vous ai mis un exemple d'un risque relatif. Donc quand on est à une température de 29,7 degrés, qui est une, alors c'est agrégé sur toute la France, donc c'est juste pour avoir des ordres de grandeur. Après on utilise, pas ce modèle-là, on utilise vraiment les résultats départementaux. Heu, mais on voit que voilà, quand on est à 29,7 degrés, ben, on a, heu, entre 2004 et 2019, on avait 1,34 fois plus de risque de décès qu'à une température médiane de 19,8 degrés. Et puis entre 2020 et 2022, on était à 1,42, un risque relatif de 1,40. Heu, en termes d'influence du Covid-19, alors, bon je suis désolée, c'est pas forcément hyper lisible. En fait, là, je vous ai mis, les risques relatifs qu'on retrouve pour, différents modèles et avec les différents indicateurs. Heu, donc quand on est sur 2014-2019, on n'a pas l'indicateur Covid et puis quand on est sur 2020-2022, ben, on a tous les indicateurs Covid possibles. Heu heu, simplement, en fait, ce qu'on voit, j'espère visuellement assez vite et puis si ça vous intéresse, vous pouvez aller, regarder, plus en détail les résultats dans le rapport. C'est que finalement, quand qu'on mette ou pas le Covid, ça change absolument pas nos modèles. Heu Probablement parce qu'en fait, on a dans le modèle, on a un terme de prise en compte de la saisonnalité, de la tendance à long terme qui est assez flexible et qui probablement capture, lui tout seul, suffisamment bien la dynamique de la pandémie. Heu, on sait parce que ça a été étudié par ailleurs sur la grippe, on sait que dans ce type de modèle, par exemple, il n'est pas nécessaire quand on veut étudier, l'influence du froid, il n'est pas nécessaire de rentrer des informations sur les maladies respiratoires et sur les épidémies de grippe, parce que le terme de saisonnalité et de tendance saisonnière arrive à les modéliser correctement tout seul. Donc au final, on n'a pas retenu d'indicateur Covid-19 dans les modèles puisque c'est rajouter de l'information qui apporte rien et qui est quand même pas, enfin qui est quand même coûteuse et associée aussi à des incertitudes. Donc le meilleur modèle selon le critère d'Akaike, c'est le modèle 2014-2022 sans aucun indicateur Covid. On a quand même décidé, comme je vous avais dit, de prendre un modèle stratifié 2014-2019 et 2020-2022 parce qu'on s'est dit: «Bon, peut-être que quand même, c'est quand même un gros bouleversement, tout ce qui s'est passé avec la pandémie, puis comment on va ressortir de cette pandémie, qu'est-ce que ça change?» Donc on va rester sur un modèle stratifié et puis, on verra, si, à l'avenir, il est plus justifié de faire cette coupure en 2020 et on revient sur un modèle, qui prend l'ensemble de la période. Heu, En termes de performance et de résultats, ça ne change rien. La seule chose, c'est que, comme sur 2020-2022, on est sur une période courte, on a des intervalles de confiance qui sont un peu plus grands. Heu, mais par contre, les valeurs, elles restent tout à fait, dans la même sorte de grandeur. Et donc là, ce qu'on a estimé, c'est qu'entre 2014 et 2022, on avait, environ 33 000 décès qui étaient attribuables à la chaleur dans l'ensemble des départements français, dont, heu, environ un tiers qui étaient observés pendant les vagues de chaleur, 28. Et puis je vous ai mis la distribution par, année. Donc, en fait, basiquement, les années où il fait froid, comme en 2014 ou 2021, il y a moins de morts attribuables à la chaleur, puisqu'il y a moins de chaleur. Les années où il fait, chaud, voire très chaud, comme en 2022, il y a beaucoup de morts attribuables à la chaleur, puisqu'il y a beaucoup de chaleur. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a comparé, alors il y a pas beaucoup de données en fait auxquelles on peut se comparer, mais il y a, quelque chose qui va peut-être faire tilt parce que ça a beaucoup, discuté hier dans les médias, c'est le Lancet Countdown. Donc qui développe ce type d'indicateur à l'échelle internationale. Donc c'est, dans la démarche, dans la philosophie, c'est ce qu'ils font au Lancet Countdown, c'est une méthode similaire, mais ils travaillent avec des données hebdomadaires, avec des données de température qui sont de télédétection et avec des données de mortalité hebdomadaires. Donc ils ont une échelle spatiale et temporelle qui est beaucoup plus grossière
Et alors eux, ils définissent pas la chaleur comme, on est au-dessus de la valeur médiane, de la température médiane. Ils calculent quelque chose qui s'appelle la température de mortalité minimale qui correspond en fait à la température pour laquelle le risque de mortalité est le plus faible et ils disent: «Ben, si on est au-dessus, il fait chaud». Donc c'est aussi, vous voyez que la chaleur, c'est une définition arbitraire, hein, dans tous les cas. Donc c'est un du coup, il y a quand même un petit peu de différence. Nous, on a vérifié dans la quasi-totalité des départements français, la médiane, est proche de la température de mortalité minimale ou est, en tout cas, dans l'intervalle de confiance de la température de mortalité minimale. Et heu et heu, alors jusqu'à présent, le Lancet Condon, il donnait que des graphiques, que des chiffres, agrégés sans intervalle de confiance. Mais bon, vous voyez sur le tableau que, finalement, il y a quand même dans la majorité des années, on est super cohérent, entre nos estimations et les leurs, heu, malgré le fait qu'ils ont des échelles spatiales et temporelles qui sont beaucoup plus, grossières. Donc c'est quand même assez rassurant d'avoir ces concordances quand même d'ordre de grandeur entre les différents modèles. Donc en conclusion, la chaleur, c'est un déterminant majeur de la mortalité en France, heu, avec des impacts très importants, y compris pendant les vagues de chaleur. Heu, alors je vous avez vu, hein, il y a que 28 que entre guillemets 28 de l'impact de la chaleur sur la santé, sur la mortalité, qui est observé pendant les jours de vagues de chaleur. Mais en fait, ces jours de vagues de chaleur, donc selon la définition du plan, national canicule français, en fait, c'est que 6 des jours de l'été. Donc c'est quand même très intéressant d'avoir des actions spécifiques ciblées sur 6 des jours si ça permet d'éviter 28 de l'impact. Donc le focus sur les vagues de chaleur, il est justifié, mais par contre, il ne doit pas faire oublier le besoin d'adaptation tout au long de l'été et y compris quand on n'est pas en alerte canicule. Heu, le champ de la modélisation, température-mentalité, c'est un champ qui est assez dynamique en termes de recherche scientifique avec notamment l'équipe de Antonio Gasparini qui, met à jour en permanence des méthodes stats. Heu et donc là, ce que je vous ai présenté, c'est quelque chose qu'on fait à l'échelle départementale. C'est un peu le niveau zéro de ce type de modélisation. On peut travailler sur des échelles beaucoup plus fines, on peut explorer des interactions, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on fait en partie nous, mais qui peuvent aussi être faites par d'autres équipes. Après, ça reste de la modélisation et donc c'est complémentaire, d'autres types d'études. Heu et puis alors pour, finir, en fait, oh mince, la flèche 2003 elle est pas au bon endroit, elle devrait être beaucoup plus bas. Donc simplement pour vous dire que ce à quoi on est confronté aujourd'hui en termes de vagues de chaleur, ce qui est représenté sur ce graphique de Météo France, chaque petite bulle, c'est une vague de chaleur. Donc, aujourd'hui, on est confronté aux bulles grises et oranges, enfin jaunes, mais ce qui nous attend dans le futur, c'est les bulles oranges et donc les bulles oranges, c'est des vagues de chaleur de 3 mois, qui sont, 4 ou 5 degrés plus chauds que ce qui a été, observé en 2003 et à cette période-là, on aura beaucoup plus de personnes très âgées, donc une population vraiment super vulnérable, encore plus que maintenant. Et donc forcément, enfin encore une fois, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en termes d'adaptation avant, pendant et après les canicules. Donc là aussi, on a beaucoup de ressources sur le site si ça vous intéresse de creuser. Heu simplement pour finir, donc je vous disais que, de plus en plus maintenant, on est confronté à des effets, des crises complexes et des effets en cascade et un bon exemple de ça, en fait, c'est qu'on se rend compte maintenant, que des événements des vagues de chaleur extrêmes, ou de la chaleur extrême, non seulement elles tuent les gens, mais en plus elles perturbent de manière, dramatique la production agricole, avec des effets qui peuvent être observés parfois, des effets graves, hein, de famine, de pauvreté qui peuvent être observés à, 3 000 kilomètres de l'endroit où a eu lieu, la vague de chaleur. Donc je vais m'arrêter là et je profite de cette dernière diapo pour insister sur le fait que encore une fois, heu c'est pas la fin du monde, on n'en est pas loin, mais il y a plein de choses à faire. Il faut se remonter les manches et il faut y aller.